À Vienne, on va dépasser une nouvelle fois la date butoir qui avait été fixée pour aboutir à un accord. Les rumeurs se sont pourtant succédé toute la journée avant d'être douchées ce soir par le chef de la diplomatie iranienne qui se dit prêt à négocier tant qu'il faudra pour aboutir à ce fameux accord. La Grèce reste dans la zone euro, mais à quel prix? L'accord trouvé avec les Européens demande d'importantes réformes aux Grecs pour leur allouer cette fameuse nouvelle aide financière. Réponse des syndicats à Athènes ce soir, grève générale annoncée pour mercredi. Et puis un été historique annoncé pour le nombre de juifs français venant s'installer en Israël. Il s'agit principalement de familles avec enfants. Reportage lors du voyage de l'une d'entre elles. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est une vraie valse qui se joue à Vienne entre les diplomaties. Et d'ailleurs, on a bien cru aujourd'hui que l'heure était enfin arrivée d'annoncer la fin de ces négociations sur le nucléaire iranien. La plupart des diplomaties annonçaient des déclarations à venir dans la journée. Et puis, finalement, ce sont les Iraniens qui ont douché l'enthousiasme général ce soir en annonçant que l'accord n'interviendrait pas avant ce soir. C'était pourtant la date butoir fixée. On est en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors, une nouvelle fois, ça traîne. On se demande d'ailleurs si cette date butoir sert vraiment à grand-chose désormais. Oui, on peut se poser la question, mais j'ai quand même le sentiment, quand on voit ce qui est en train de se passer à Vienne, que ce sont les Iraniens, la délégation iranienne et son ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, permettez-moi l'expression, qui mènent la valse nucléaire à Vienne. Parce que ce sont eux qui disent « nous avons le temps pour négocier, il n'y aura pas de fin des négociations ce soir ». On attend un discours du président Hassan Rouhani, en principe 17h30 GMT, c'est dans une demi-heure. J'imagine mal le président iranien annoncer à la nation iranienne un échec des négociations, parce que de toute façon, ils ont besoin d'un accord. Ils ont besoin d'un accord pour lever des sanctions, pour donner une bouffée d'oxygène à l'économie iranienne qui ne va pas bien. Et s'ils sont allés à la table des négociations, c'est qu'ils étaient obligés d'y aller parce que les sanctions ont payé. Donc, je pense qu'ils essaient encore une fois de plus de gagner du temps, d'obtenir le maximum de concessions de la part du camp occidental. C'est pas évident. J'imagine que les Occidentaux n'ont pas envie de céder, y compris même John Kerry, ou même si Obama est pressé d'avoir un accord, ne vont peut-être pas céder sur la fin de l'embargo sur les armes. Quand on connaît la nature de ce régime iranien, qui est quand même un régime terroriste, je vous rappelais hier que le département d'État l'a laissé sur la liste des États terroristes. Donc, les Iraniens mènent la danse, en effet, ils veulent obtenir des concessions. Maintenant, est-ce que les Occidentaux sont prêts à accepter le diktat iranien sur les visites par les inspecteurs de l'AIEA, sur cet embargo sur les armements? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà qui peut expliquer, à mon avis, le retard qui est apporté à la signature d'un accord final. Alors est-ce qu'il y aura des surprises ce soir, demain? Je crois qu'il faut donner du temps au temps, pour reprendre une expression célèbre. Ouais. Christian, un mot quand même, parce qu'on a vu que les Chinois s'impatientaient aujourd'hui. Est-ce que les Occidentaux n'ont pas intérêt à montrer un peu plus de fermeté, justement, concernant cette fameuse date limite? Oui, les Occidentaux ont intérêt à être beaucoup plus fermes, parce qu'encore une fois, quand on voit les points, les lignes rouges qui ont été fixées par le régime iranien, et en particulier par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui n'a pas envie qu'on vienne visiter ces centres, ces sites nucléaires et militaires, on voit bien que les Occidentaux seraient les grands dupes dans ce jeu. Donc il n'est pas question d'être dupé, et il est fort possible en effet que même en dépit de la présence, il faut le rappeler Jean-Charles, là nous avons sur place aujourd'hui le ministre chinois et le ministre russe des Affaires étrangères, qui sont quand même des grands alliés de l'Iran et qui poussent dans le sens de l'Iran. Donc les Occidentaux ont intérêt à resserrer l'Iran, et je pense qu'il y a un homme qui comprend bien tout cela, qui est sur place et qui joue la carte de la fermeté constructive, c'est son expression, c'est Laurent Fabius. Donc on ne peut pas accepter un accord à n'importe quel prix. Donc il faut qu'il soit équilibré, et ça prend du temps.
Merci Christian Mallard en direct donc pour ces négociations qui s'éternisent à Vienne. On en parle aussi avec Marc Lefebvre ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en sécurité nucléaire, vous connaissez bien ce dossier. Bonsoir Dran Even-Sapir, notre analyste politique. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter cette nouvelle ce soir issue malheureuse? C'est quoi? C'est, comme le disait Christian Mallard, la faute aux Iraniens exclusivement, ou est-ce qu'aussi les Occidentaux ne sont pas responsables d'un peu trop de légèreté, de ne pas assez de fermeté? On a l'impression que ni les Iraniens ni les Occidentaux ne veulent mettre un terme aux négociations, mais on a aussi l'impression qu'ils ne peuvent pas, dans l'état actuel des choses, véritablement se mettre d'accord sur les contours précis de l'accord. Vous savez, le diable est dans les détails, c'est une expression qu'on connaît bien et qui est particulièrement bien adaptée à la situation à laquelle on fait face, parce qu'il s'agit plus d'un accord cadre, hein, il s'agit véritablement d'un accord détaillé qui doit s'étaler sur plusieurs centaines de pages, avec des appendices, avec véritablement des précisions tout à fait pointilleuses sur des sujets aussi ardus que le mode de surveillance et d'inspection des sites nucléaires. Est-ce que véritablement, comme les Iraniens l'ont exigé, pour que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique puissent inspecter un site nucléaire, il faudra, ont exigé les Iraniens un préavis de 24 jours, ce qui rendrait bien évidemment toute visite inopérante si un soupçon de violation de l'accord en vient à voir le jour, alors que du côté des Occidentaux, en tout cas à l'origine, on exigeait pouvoir donner à l'Agence internationale de l'énergie atomique la possibilité d'opérer des visites surprises sur les sites nucléaires iraniens. Donc ce genre de détail a une importance cruciale, et il n'est pas impossible qu'ils font traîner les choses en longueur. Il y a également, comme l'a rappelé Christian Mallard, l'exigence assez nouvelle dans les négociations de lever de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran. Et lorsqu'on connaît l'instabilité dans laquelle se trouve le Moyen-Orient, avec l'Iran qui tire les ficelles au Liban, en Irak, au Yémen, on peut imaginer effectivement qu'il est difficile d'accepter que les Russes, par exemple, vendent tout à fait librement des armes perfectionnées au régime des Mollahs. Alors, Marc Lefebvre, on n'a pas encore le détail de ce qui devrait être un accord, mais est-ce que vous avez l'impression que les Occidentaux prennent toutes les garanties pour éviter d'avoir un Iran nucléaire militairement? Je pense que, absolument. Je pense que les Occidentaux cherchent à obtenir toutes les garanties possibles du point de vue technique. Il n'y a jamais eu de contestation de la part des Iraniens sur les termes techniques de l'accord cadre préalable qui a été annoncé il y a 3 mois, sur les termes techniques. C'est-à-dire arrêt de la filière d'enrichissement à haut niveau de l'uranium par les centrifugeuses, puisqu'ils acceptent de démanteler 2/3 de leurs centrifugeuses, de diluer leur stock actuel, de ramener leur stock actuel d'uranium faiblement enrichi de 10 000 tonnes à 300 kilos, et surtout, par rapport à la filière uranium, ce qui est encore plus important, et là-dessus la France a énormément insisté, c'est d'arrêter la filière plutonium. C'est-à-dire de reconcevoir le réacteur à eau lourde d'Arak pour faire en sorte que ne soit utilisé dans ce réacteur que du combustible à faible enrichissement, à plus faible enrichissement, interdiction pour les Iraniens de retraiter ce combustible pour extraire le plutonium, parce qu'on parle beaucoup de la filière uranium, on parle beaucoup moins de la filière plutonium, qui est potentiellement beaucoup plus dangereuse pour avoir une arme nucléaire tactique. Donc là-dessus, toutes les garanties, sans rentrer dans les détails, toutes les garanties techniques ont été demandées par les Occidentaux et, du point de vue technique, sur le papier, acceptées par les Iraniens. La question, comme il a été dit tout à l'heure, le diable est dans les détails, est sur la surveillance et la mise en place de l'application de cet accord. Mais de ce point de vue-là, personne n'a intérêt, il y a un consensus sur le fait que l'Iran ne doit pas être une puissance nucléaire. La meilleure garantie pour que l'Iran ne soit pas une puissance nucléaire, c'est d'encadrer l'Iran dans un accord. Parce que sans accord, l'Iran a les mains libres. Et les extrémistes du régime iranien ont les mains libres pour continuer dans la voie militaire. La seule façon d'encadrer l'Iran et de la réinsérer aussi dans le concert des nations, même compte tenu de son profil problématique, c'est d'avoir un accord.
même si cet accord a des marges d'imprécision ou des interprétations différentes. De toute façon, tout accord diplomatique international laisse toujours la place à des marges d'appréciation pour que chacun sorte de cet accord en disant « j'ai obtenu et j'ai tenu mes objectifs ». Donc ce à quoi on assiste actuellement, et ça a été dit par beaucoup d'experts, y compris ici en Israël, c'est une guerre sur les narratifs. Il faut qu'à la fin, quand cet accord sera signé, des deux côtés, du côté des puissances occidentales, du côté de l'Iran, on puisse dire et on puisse annoncer à son opinion publique que les objectifs ont été atteints. Donc il y aura toujours une marge d'ambiguïté, mais cette marge d'ambiguïté doit être productive et ne doit pas bloquer la mise en place de cet accord. Et autre chose qui sans doute bloque, en tout cas retarde l'annonce de l'accord, c'est bien évidemment le rythme de la levée des sanctions. Ça, c'est une question essentielle pour les Iraniens. Ils exigent que ce soit quasiment immédiat, puisqu'on sait à quel point les sanctions ont un effet dévastateur sur l'économie iranienne. Les Occidentaux, le groupe des 5+1, sont plus prudents et veulent étaler sur le long terme, ou plutôt sur le moyen terme, la levée des sanctions, et surtout veulent conditionner la levée des sanctions aux inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui doit, dans un premier temps, s'assurer que l'accord commence effectivement à être mis en œuvre, appliqué sur le terrain, et dans une seconde phase, seulement les sanctions seraient intégralement levées. Ouais, alors ça c'est effectivement l'un des points d'achoppement. Vous voulez rajouter un mot? Intégralement levé, mais dans le vocabulaire américain, cet embargo sera suspendu. Ouais. C'est-à-dire, c'est très important, il faut que le public comprenne bien ça. L'arsenal législatif qui a permis la mise en place de cet embargo est maintenu par les Américains. L'arsenal législatif, c'est-à-dire qu'il y a une réversibilité quasi immédiate en cas de violation de l'accord par les Iraniens. Cet embargo, au sens américain, je ne parle pas de l'embargo international de l'ONU, mais l'embargo américain est simplement mis en veilleuse. Et dès que les Américains veulent remettre en place l'embargo, ils n'ont pas besoin de voter de nouvelles lois, de nouveaux règlements, ils peuvent le remettre en place tout de suite. Alors ça devrait rassurer les Israéliens, mais ce n'est pas le cas, puisque encore une fois aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a redit son opposition à ce qui est en train de se négocier à Vienne. Écoutez ce qu'a déclaré le Premier ministre tout à l'heure. Le week-end dernier, alors que l'Iran continue à bénéficier de grandes faveurs à la table des négociations, le président Rouhani paradait en tête d'une manifestation de haine à Téhéran, où la foule criait « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Si après de tels slogans, les concessions envers l'Iran se poursuivent, il semble que quelqu'un soit prêt à conclure un accord à tout prix. Et il n'y a aucune façon et aucune volonté d'empêcher ce mauvais accord. Quoi qu'il en soit, nous ne nous sommes jamais engagés à empêcher un accord ou à l'ignorer, et certainement pas lorsque les grandes puissances sont disposées à le signer à tout prix. Ce à quoi nous nous sommes engagés, c'est d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Et si nous n'avions pas redoublé d'efforts ces dernières années, l'Iran disposerait déjà de la bombe atomique. Notre engagement, il est d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Il reste d'actualité aujourd'hui encore, plus qu'il ne l'a jamais été. J'appelle tous ceux pour qui la sécurité d'Israël compte de s'unir derrière cet engagement. Alors, plusieurs choses dans ce qu'a dit Netanyahou. On va retrouver tout de suite d'ailleurs Daniel Haïk qui a suivi ces propos tenus par Netanyahou tout à l'heure. Daniel Haïk, bonsoir. Vous êtes en direct de la résidence de l'ambassade de France où l'on célèbre ce soir. Il y a la fête nationale française, c'est demain, mais ça commence ce soir. Bonsoir Daniel. Alors, un mot sur ce qu'a dit Netanyahou, parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il veut apparemment de nouveau envisager un voyage aux États-Unis. Donc ça veut dire une nouvelle campagne anti-iranienne menée aux États-Unis ? Oui, alors effectivement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble considérer que l'accord est d'ores et déjà conclu. Il y a une forme de résignation, mais une position très ferme que le Premier ministre a exprimée cet après-midi à la Knesset. Il a d'abord affirmé que si Israël ne s'était pas dressé déjà depuis de plusieurs années, l'Iran serait en possession de l'arme nucléaire. Et puis il a rappelé les manifestations. Il a dit que Rouhani conduisait des manifestations à Téhéran au cours desquelles on
ont crié mort à Israël, mort aux États-Unis, et que face à cela, eh bien, ils constataient qu'à Vienne, on poursuivait les concessions. Cela veut dire qu'il y a des gens, il n'a pas dit qui souhaitent absolument un accord à tout prix. Alors, Benyamin Netanyahou a déclaré que face à cela, il ne pouvait pas ne pas réagir et il a dit qu'il n'avait jamais promis d'empêcher un accord, mais par contre, il a dit qu'il avait promis d'empêcher l'Iran d'être une puissance nucléaire, et cet engagement d'Israël, son engagement, reste plus valable que jamais, a-t-il dit aujourd'hui, et c'est une sorte d'allusion à cette fameuse option militaire qui semble pouvoir revenir sur le devant de la scène. On en a parlé aujourd'hui à la Knesset, et effectivement, donc, comme le Premier ministre veut essayer de freiner, d'enrayer la conclusion, la signature de cet accord, il aurait l'intention de se rendre en septembre prochain à Washington pour y rencontrer les membres du Congrès, essentiellement les membres du Congrès démocrates qui seraient indécis concernant le vote autour de cet accord du nucléaire iranien. Merci Daniel Haïk, on vous retrouvera un petit peu plus tard pour évoquer donc effectivement la position d'Israël. Pour Evan Sapir, ça peut de nouveau évidemment tendre les relations entre Washington et Jérusalem si Netanyahou venait à se rendre à Washington sans passer par la Maison Blanche. Des relations qui sont déjà tendues, et puis Benyamin Netanyahou qui a eu ce matin des propos très durs, sans citer nommément les États-Unis ou leur président Barack Obama, mais en disant certains, semble-t-il, veulent obtenir un accord à tout prix avec l'Iran. Et bien évidemment, dans l'esprit de Benyamin Netanyahou, il s'agit des États-Unis et de leur président Barack Obama. La tactique aujourd'hui du Premier ministre israélien, c'est effectivement de convaincre le plus grand nombre possible de parlementaires américains de voter contre la levée des sanctions, contre l'accord. Les républicains sont avec lui, là il n'y a pas de doute là-dessus. Une partie des démocrates se méfie beaucoup des termes de l'accord, mais ces mêmes démocrates, surtout si l'on garde à l'esprit le fait que l'on va rentrer dans une période préélectorale aux États-Unis, eh bien, ces mêmes démocrates pourraient ressentir des difficultés à voter contre leur propre camp en quelque sorte et contre ce que préconise leur président Barack Obama. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, même si Benyamin Netanyahou parvient à ses fins et même si le Congrès rejette majoritairement, et il faudra une majorité spéciale, puisque Barack Obama, en tant que président, dispose d'un droit de veto. Donc, même si Benyamin Netanyahou parvient à convaincre une majorité spéciale, donc une majorité élargie de parlementaires américains de voter contre la levée des sanctions, les États-Unis ne sont pas le seul acteur international impliqué dans cette affaire. Même si les États-Unis ne renoncent pas à leur train de sanctions contre l'Iran, on imagine mal la Russie ou la Chine en faire de même si un accord est annoncé. On imagine mal même les Européens s'aligner sur la position américaine. Donc par conséquent, si encore une fois Benyamin Netanyahou obtient une majorité au Congrès, ce sera une victoire, mais une semi-victoire, parce que les sanctions, l'essentiel des sanctions internationales seront, semble-t-il, levées. Marc Lefebvre, comment vous interprétez Je pense qu'il faut garder son sang-froid. Je veux dire, un chef d'État doit, dans une situation critique, garder son sang-froid et ne pas dire n'importe quoi ou tout et son contraire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans l'avenir immédiat par rapport à la société iranienne, par rapport à la mise en place de cet accord. Il a été dit très clairement que l'Iran souffre de l'embargo économique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand progressivement, parce que cet embargo sera levé progressivement, dans une économie qui est complètement contrôlée par les mollahs? L'opinion publique, le peuple, attend des facilités, attend une amélioration de sa vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette amélioration va se voir de façon concrète ou est-ce que, au contraire, le système économique iranien, qui est tellement rigide, ne va pas satisfaire l'opinion publique? Dans les deux cas, je dirais que les modérés parmi les mollahs, c'est-à-dire ce qui est représenté par l'intendant Rouhani, va gagner. Soit il y a une amélioration de la vie quotidienne et Rouhani pourra dire c'est grâce à moi, c'est grâce à l'accord que j'ai signé avec les Occidentaux que la vie progressivement s'améliore. Mais si ça ne s'améliore pas, ce seront justement ceux qui rigidifient la société iranienne qui seront en première ligne des critiques et d'un mouvement certainement de protestation populaire qu'on verra. Donc de toute façon, il est clair que
si le pouvoir iranien actuellement a du mal à donner l'autorisation à Rouhani de signer un accord, c'est parce que les conservateurs voient bien les menaces qui se profilent à l'horizon par rapport à la mise en place de la levée de cet embargo, et quelle que soit l'issue de la levée de cet embargo. Ouais. D'ailleurs, on a vu que Rouhani avait annoncé tout à l'heure, un peu trop tôt, sur son compte Twitter, qu'il y avait eu un accord à Vienne avant d'enlever ce tweet qui était un peu une gaffe. Peut-être une petite réserve par rapport à ce que vient de dire Marc Lefebvre. Si la population iranienne exprime son mécontentement, si effectivement les sanctions sont levées et si les investisseurs occidentaux notamment arrivent en masse dans l'économie iranienne, mais si le régime maintient sa rigidité et sa mainmise sur l'économie, Marc Lefebvre semblait parier sur un mouvement de mécontentement de la population iranienne. On a assisté à un mouvement de mécontentement, à une révolte de la population iranienne suite aux élections truquées il y a quelques années. Et on a vu à quel point ce mouvement avait été réprimé dans le sang et à quel point le régime en était sorti tout de même plutôt renforcé. On peut même assister... du fait effectivement de la méfiance de l'aile droite du régime, si vous voulez, des conservateurs par rapport à un gain de popularité dont pourraient bénéficier les modérés et Hassan Rouhani avec la levée des sanctions, on pourrait même assister justement à un durcissement du régime iranien. Ouais. Et peut-être à une plus grande religiosité, peut-être que encore une fois, les gardiens de la révolution, les conservateurs, les ultra-conservateurs vont être tentés de serrer les vis en Iran encore davantage. Oui, mais dans ces cas-là, justement, l'accord est réversible et cet accord qui serait signé bientôt sera caduc. Alors, on sait que l'un des arguments, justement, de ceux qui sont opposés à un accord sur le nucléaire iranien, c'est de dire que ça va entraîner une course à l'armement au Moyen-Orient. Pas seulement donc, avec Israël, mais avec d'autres pays qui sont évidemment méfiants vis-à-vis de l'Iran. On voit tout cela en détail avec Maxime Pérez. Après 12 ans de tractations laborieuses, l'enjeu d'un compromis avec l'Iran est majeur. Empêcher la prolifération nucléaire au Moyen-Orient, l'une des régions les plus instables du monde. Dans l'ombre des négociations, 3 grands pays sunnites se préparent au jour d'après l'accord. Ils ambitionnent à leur tour le développement d'un programme nucléaire à des fins civiles, pour le moment. Comme Israël, le royaume wahhabite perçoit l'Iran comme une menace existentielle. Riyad a déjà signé des accords de coopération nucléaire avec la Corée du Sud, mais aussi la France, la Chine et l'Argentine. À l'étude, la faisabilité de construire 2 réacteurs nucléaires dans le royaume. Un projet de longue haleine est d'autant plus coûteux qu'à la différence de l'Iran, Riyad ne dispose pas d'un réservoir de scientifiques et de savants capables de pouvoir faire aboutir un programme nucléaire. À défaut des Américains, l'Arabie saoudite pourrait s'appuyer sur le savoir-faire du Pakistan pour atteindre son objectif. Depuis 2007, l'Égypte souhaite développer l'énergie nucléaire, officiellement pour répondre à ses besoins croissants en électricité. En marge de la visite de Vladimir Poutine en février dernier, Le Caire et Moscou ont signé un accord préliminaire pour l'acquisition d'une première centrale nucléaire. Sur fond de rivalité entre Arabes et Perses, l'Égypte a toujours redouté l'émergence de l'Iran comme grande puissance du Moyen-Orient. Elle aurait néanmoins beaucoup à perdre à se lancer dans un programme nucléaire militaire, comme l'a un temps souhaité Hosni Moubarak. Le Caire perdrait par exemple les 13 milliards d'aides annuelles fournies par les États-Unis. En avril, Ankara a entamé la construction de sa première centrale nucléaire. Un projet d'envergure de 19 milliards d'euros mené par la Russie, qui devrait rentrer en service en 2020. Outre celle d'Akuyu, le Parlement turc a voté début avril la construction d'une seconde centrale nucléaire sur les rives de la mer Noire. Mais d'après plusieurs rapports des services secrets allemands, la Turquie ambitionne à terme d'acquérir l'arme atomique. Comme l'Arabie saoudite, ses relations privilégiées avec le Pakistan pourraient faciliter son programme nucléaire. Parallèlement, Ankara développerait depuis 2011 un missile de moyenne portée, capable d'atteindre l'Iran. Alors voilà pour ce tableau qui est un peu inquiétant. Marc Lefebvre, vous y croyez ou pas? Est-ce que votre avis, ça va déclencher? Non, je pense le contraire. Je pense qu'au contraire, un accord avec l'Iran va bloquer la prolifération. Ce reportage est imprécis et sème la confusion entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Qu'un pays se lance dans un programme nucléaire civil n'implique absolument pas le risque que... Mais ça peut être une première étape, souvent, parce que l'Iran a dit d'abord qu'elle voulait... Ouais.
Non. Non, il y a des moyens de contrôle suffisamment puissants. On ne peut pas passer comme ça d'une centrale nucléaire civile à un programme militaire. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne vais pas rentrer dans un exposé technique, mais ça n'a absolument rien à voir. Et ce sont des exposés qui sont inutilement alarmistes. Que ce soit la Turquie, la Jordanie aussi, il y a des projets de centrales nucléaires. Que ce soit les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Effectivement, tous ces pays veulent utiliser leurs ressources pétrolières quand ils en ont pour pouvoir bâtir une infrastructure énergétique le jour où ce pétrole ne sera plus là. Mais ça n'a rien à voir avec un programme militaire. L'Arabie Saoudite, en ce qui concerne le programme militaire, l'Arabie Saoudite a financé une grande partie du programme nucléaire pakistanais. Ils considèrent qu'ils ont un droit de regard sur le programme militaire pakistanais, ce que les Pakistanais ne reconnaissent plus. Mais au contraire, un accord qui encadre l'Iran empêchera les débordements et les tentations de transformer un programme nucléaire civil en programme militaire. Henri Van Sapir, sur cette course à la tout de même considérer que la tentation va exister chez ces pays qui se méfient comme de la peste de l'Iran, notamment les pays du Golfe. Si jamais, bien évidemment, et on doit espérer que ce ne sera pas le cas, l'Iran parvient à un stade de puissance nucléaire. Donc en d'autres termes, si l'accord qui va en principe être annoncé peut-être demain, mais il faut rester prudent semble-t-il, eh bien si cet accord n'empêche pas l'Iran de développer le volet militaire de son programme. On peut imaginer, c'est ce que les Israéliens ont dit pendant longtemps, le risque d'une course à l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Alors, M. Lefebvre, qui est mieux placé que moi pour en parler, semble dire qu'à partir du moment où les velléités nucléaires militaires de l'Iran sont freinées, sont bridées par l'accord imposé par la communauté internationale, cela va dissuader les voisins sunnites de l'Iran, qui encore une fois se méfient des visées nucléaires et expansionnistes de la République des Mollahs. Je veux bien le croire, mais il semblerait que beaucoup de gens ne sont pas aussi optimistes que M. Lefebvre. Les États-Unis sont obsédés par le risque de prolifération nucléaire. Leur motivation principale pour arriver à un accord avec l'Iran, c'est éviter la prolifération nucléaire militaire dans cette région. Et ça, on peut peut-être pas leur faire confiance sur tout, mais là-dessus, on peut leur faire confiance. Merci en tout cas pour cet éclairage, Marc Lefebvre. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité nucléaire. Merci Dror Van Sapir. On parle justement d'armement, cette fois dans la lutte contre l'État islamique. Eh bien, l'Irak a reçu aujourd'hui livraison de sa toute première escadrille de F-16 américains afin de lutter donc contre l'EI. Les pilotes irakiens ont d'ailleurs été formés en Arizona par les Américains au cours des derniers mois. D'autres livraisons d'appareils de ce type doivent suivre dans les prochains mois. Et puis on parle également d'un mot de cette attaque qui a lieu en Afghanistan sur la base américaine de Camp Chapman, utilisée comme quartier général de la CIA. Le kamikaze n'a pas pu rentrer dans la base, il s'est fait exploser un barrage juste à côté. 33 civils ont été tués dans cette explosion attribuée évidemment aux talibans. Camp Chapman avait déjà été visé par un attentat d'Al-Qaïda en 2009 qui avait tué plusieurs membres importants de la CIA. On va se retrouver dans un instant pour parler de l'autre gros dossier du jour, la Grèce et l'accord qui cette fois a été trouvé. Mais profite-t-il à la Grèce? Rien n'est moins sûr ce soir avec cet appel à la grève générale lancé pour mercredi. A tout de suite. À Vienne, une nouvelle date butoir fixée à ce soir pour aboutir ne sera pas respectée. Les rumeurs ont pourtant circulé toute la journée d'un accord annoncé, mais en réalité, les Iraniens veulent encore négocier autant que nécessaire. La Grèce va rester dans la zone euro, mais à quel prix? L'accord trouvé avec les Européens demande d'importantes réformes aux Grecs pour leur allouer une nouvelle aide financière. Réaction des syndicats, grève générale annoncée dans le secteur public pour mercredi. Et puis un été historique annoncé pour le nombre de juifs français venant s'installer en Israël. Il s'agit principalement de familles avec enfants. Reportage lors du voyage de l'une d'entre elles.
Il y a donc eu accord pour garder la Grèce au sein de la zone euro. La nuit dernière, les négociations ont d'ailleurs duré toute la nuit, mais en échange de réformes très importantes, exigées par les Européens et qui seront d'ailleurs contrôlées. Les Grecs vont voir leur dette rééchelonnée, mais ils vont bénéficier d'une nouvelle aide financière dont ils avaient urgemment besoin. Ariane Ménage. 17 heures de discussion marathon pour parvenir finalement à un accord ce lundi matin. À Bruxelles, les derniers échanges ont été très durs, mais la zone euro finit par adopter unanimement un texte pour un troisième plan d'aide à la Grèce, sauvant l'Europe d'un Grexit. L'accord a été difficile, mais nous avons évité l'asphyxie financière et l'écroulement du secteur bancaire qui était planifié. Nous savions à l'avance qu'il s'agissait d'un accord dont la mise en œuvre serait difficile. Le plan d'aide à la Grèce sera mis en place sous certaines conditions. Bruxelles exige un grand nombre de réformes, notamment sur les retraites ou sur la TVA pour élargir la base de revenus de l'État. Certaines mesures sociales mises en place par Tsipras devront être annulées et tout cela devra être fait très rapidement. En contrepartie, l'Europe s'est engagée à réévaluer les conditions de remboursement de la dette grecque, particulièrement les délais de paiement. Je peux très sérieusement recommander les résultats de ces négociations, car nous avons trouvé un moyen d'atteindre ce que j'ai toujours exigé, des conditions dans lesquelles les avantages l'emporteraient sur les inconvénients. Qualifiée de trop sévère, l'Allemagne a souvent été critiquée pendant les négociations. Le duo franco-allemand a d'ailleurs connu des épisodes dissonants pendant les discussions. Depuis des semaines, Angela Merkel déclare qu'elle ne cédera pas tout pour obtenir un accord, contrairement à François Hollande. Le chef de l'État a d'ailleurs félicité aujourd'hui le Premier ministre grec. Il fallait aussi que Alexis Tsipras, Premier ministre grec, qui avait déjà fait voter par son Parlement des réformes, puisse aussi faire valoir ses attentes et ses propositions. Et il a fait un choix courageux, au moment même où il lui était demandé d'autres réformes. Le Parlement grec doit maintenant adopter les réformes demandées par la zone euro. Les parlements des pays membres doivent eux aussi adopter le texte. Il arrivera mercredi à l'Assemblée nationale en France. Il devrait être voté vendredi en Allemagne. Alors cet accord suscite beaucoup de réactions, des remous également, on le verra tout à l'heure en Grèce, mais on va d'abord bien essayer d'analyser ce que contient donc en détail cet accord d'un point de vue économique. Bonsoir Élise Brésis, vous êtes professeur d'économie à l'université de Bar-Ilan, et puis Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Alors, on dit que ce sont les Grecs surtout qui paient l'addition ce soir, plus que l'Europe et l'Allemagne finalement. Alors un petit peu les deux. D'abord, c'est un accord historique entre la Grèce et les membres de la zone euro. Pourquoi historique ? Il y a trois points essentiels. Le premier, c'est notamment que les 320 milliards de dettes grecques, 176% du PIB grec, vont être rééchelonnés, c'est-à-dire repoussés dans le temps, et les taux d'intérêt vont sans doute être baissés. On aura les détails un peu plus tard cette semaine. Deuxièmement, il y a un deuxième plan de financement entre 82 et 86 milliards d'euros qui vont aller directement vers la Grèce. Et là, c'est de l'argent frais qui rentre directement dans les caisses de la Grèce. C'est un plan sur 3 ans, mais les premiers versements vont sans doute arriver très rapidement. Et troisièmement, effectivement, Alexis Tsipras a dû faire des concessions, augmenter le taux de TVA à 23%, l'harmoniser. Deuxièmement, faire une réforme notamment par rapport au fisc en Grèce, qui doit fonctionner de façon plus importante. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'il va notamment demander à l'Office de la statistique grecque de mieux fonctionner. Quatrième point essentiel, privatisation, 50 milliards d'euros qui devraient rentrer dans les caisses grecques. Première société, ça devrait être la compagnie d'électricité grecque. On s'en souvient, ça avait très bien marché. Déjà, une partie du port du Pirée avait été privatisée, les Chinois avaient racheté. Donc, en tout cas, ce sont de bonnes mesures. Mais en tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi ? Simplement car le 20 juillet, la Grèce va devoir rembourser 4,2 milliards d'euros. Et en fait, c'est un petit peu comme si les Européens prêtaient de l'argent et la Grèce remboursait l'Europe. Donc, le système, véritablement, ne fonctionne pas. Alors, Élise Brésis, c'est vrai que toutes ces mesures-là, ça semble sur le papier devoir marcher, mais c'est très compliqué, notamment le programme de privatisation, 50 milliards, ça paraît énorme. Non, mais c'est surtout que ça n'a aucune valeur, tout ça. Il faut dire la vérité en face. Vous avez là un couple qui ne s'entend pas du tout. Vous avez un pays qui est encore avec plus de 17% de la population dans l'agriculture. Alors que regardez la France, regardez même Israël, on est avec 2%. C'est un pays qui se trouve avec un PIB relativement bas. C'est un pays qui n'a pratiquement pas d'industrie. Donc, il n'a rien à faire dans la zone euro.
Donc pour vous, il aurait fallu les sortir? Pour moi, il faut absolument. Il faut un divorce, mais il faut un divorce à l'amiable. Et ce qui s'est passé cette semaine, à mon avis, c'est très très grave. Parce que si Tsipras a joué à ce qu'on appelle le jeu de la poule mouillée, ce qui est très très bien, c'est-à-dire vous essayez de gagner un maximum et vous essayez surtout de ne pas céder, alors ne cédez pas. Regardez comme l'Iran joue un jeu particulièrement intelligent. Et regardez comme ces négociations avec l'Europe est une négociation qui est très grave. Parce que, regardez dans l'histoire, chaque pays qui a eu une négociation où elle a été d'une certaine manière dans une position d'humiliation, ça s'est très très mal passé. On pense à l'Allemagne à l'époque, par exemple, des années 20. Ouais. Absolument. Donc, on regarde et on dit c'est merveilleux, Hollande a fait un très bon travail. Non, allons à un divorce, mais un bon divorce. Vous ne pouvez pas continuer avec l'euro dans un pays qui n'aurait pas dû rentrer a priori dans l'euro. Arrêtons de faire un espèce de jeu et de dire tout va très bien. Les marchés remontent, mais ils remontent pour pas très longtemps. La situation économique, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de financier et monétaire. Et la Grèce n'a pas vraiment d'économie réelle sérieuse. Et puis vous parlez là maintenant de 80 milliards. Regardons où ils vont aller. Vous savez combien est le pourcentage qui va vraiment aller dans les investissements? 12 milliards. Le reste va aller en fin de compte pour repayer la dette. Alors finalement, si moi j'étais en Grèce, je dirais non. Mieux vaut supporter pendant quelques mois ou même un an une situation un peu difficile, mais avoir de bons économistes à la tête et donner de l'espoir et non pas de l'humiliation. Alors, on va continuer d'en parler avec vous, mais je voudrais qu'on entende également la réaction en direct de l'écrivain et historien Elie Barnavi, qui est avec nous. Bonsoir Elie Barnavi. Que vous inspire, si vous m'entendez alors, on devrait le retrouver dans un instant. Me dit-on, petit problème technique, on va le retrouver dans un instant. Un mot, alors justement, Lionel Friedfeld, de cette dette grecque. On a dit que les Allemands refusaient, et apparemment ça a été le cas, ils ont tenu, de la réduire. Ça aurait été peut-être un geste important vers les Grecs. Pas question de réduire pour l'instant le montant de la dette grecque. Pas question, mais il y a un point essentiel qui a été soulevé. C'est qu'en 1980, quand la Grèce est rentrée dans ce qui s'appelait la CE, en fait, la Grèce, le gouvernement grec, n'avait pas des critères économiques suffisants pour rentrer dans l'Union européenne. Les comptes ont été maquillés par le gouvernement grec, aidé par la banque d'affaires Goldman Sachs, et le problème vient de là. La Grèce n'avait pas des critères économiques pour entrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on se retrouve avec 320 milliards d'euros de dette, et effectivement, c'est une grande problématique. C'est reculer pour mieux sauter, en fait, puisqu'effectivement, on va redonner, on va réinsuffler de l'argent dans le système, notamment bancaire grec. Il faut savoir une chose, c'est que les banques grecques vivent sous perfusion. Les épargnants ont retiré 40 milliards d'euros, donc le système ne peut pas continuer. Alors aujourd'hui, c'est peut-être une victoire politique, oui, mais allons regarder d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on va être soumis à la même problématique. Il faut savoir aussi un autre point essentiel, c'est que les Européens sont soumis à la pression américaine en coulisses. Également, pourquoi? Parce qu'il y a une croissance internationale qu'il faut soutenir. Il y a déjà eu des problèmes en Chine, on l'a vu la semaine dernière, avec la correction des marchés financiers, notamment de Shanghai, qui ont perdu quasiment 30%. Les Américains s'inquiètent énormément. Si cette situation va se prolonger en Europe, ça risque véritablement d'avoir une problématique d'un point de vue global. Élise Brézis, justement, sur ce... C'est vraiment un problème international. Nous nous retrouvons dans une situation où, avec des taux d'intérêt si bas, et le fait que nous ne savons pas où investir, il se passe donc que l'économie réelle n'est plus en rapport avec l'économie financière. Et donc le taux de l'euro qui baisse énormément, c'est peut-être très bien pour l'Europe, mais ce n'est pas assez pour la Grèce. Est-ce qu'on aurait pu réduire? Est-ce que les Allemands auraient pu faire un geste, à votre avis? Absolument, absolument. Mais c'est un problème ici vraiment de psychologie. Les théories psychologiques actuellement doivent être beaucoup plus influencer l'économie. S'il n'y avait pas eu Tsipras et surtout son fameux ministre des Finances qui jouait le rôle du drapeau rouge, eh bien, de ce point de vue-là, je suis sûre qu'on aurait pu arriver à quelque chose de bien mieux. Parce que même les Allemands peuvent très bien comprendre qu'un rationnellement, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. On a besoin ici, vraiment, d'enlever cette dette et de pouvoir recommencer à zéro. Surtout que, il faut dire la vérité, cette dette, c'est pas vraiment les Grecs qui l'ont demandé. C'était vraiment... très souvent, c'était les Européens qui voulaient leur donner cette dette. Il faut dire la vérité, là.
Alors, on va voir maintenant comment les Grecs ont réagi, puisque je vous le disais ce soir, et c'est une information donc, qui est tombée il y a quelques minutes, eh bien, les syndicats de la fonction publique grecque ont appelé à une journée de mobilisation et de grève nationale, donc pour mercredi. Ce qui veut dire que, évidemment, eh bien, le public grec est déçu ce soir de cet accord et des termes qu'il contient, parce que cela va impliquer de nouveaux sacrifices pour les Grecs, pour qui la pilule est donc amère. Léa Volbert. Des heures de négociations acharnées, des rumeurs, des coups de théâtre, des échanges musclés pour finalement arracher un accord, le tant attendu agreement. Un premier volet de ce 3e plan de sauvetage doit être présenté au Parlement grec avant mercredi. Des mesures drastiques, fraîchement accueillies par les Grecs. Cet accord passe par des mesures douloureuses et difficiles pour la Grèce. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Malheureusement, il faudra aller au bout. L'accord prévoit entre autres un relèvement de plusieurs taxes, la suppression des retraites complémentaires, des hausses d'impôts et des hausses de TVA dans la restauration et l'hôtellerie. Autant de sombres perspectives pour le peuple grec, auxquelles s'ajoute la dernière annonce d'Alexis Tsipras, la prolongation de la fermeture des banques. Le maintien du contrôle des capitaux est déjà en vigueur depuis le 29 juin, depuis bien trop longtemps pour les Grecs. Pour résumer, misère, humiliation et esclavage. Les jeunes ne pourront pas faire face à ce fardeau et aux attentes des Européens. Un décret devrait rapidement être publié pour préciser la durée de cette prolongation, probablement 2 jours selon le ministère des Finances. La BCE a de son côté fait savoir que le plafond des prêts d'urgence aux banques grecques restait inchangé en dépit du nouvel accord. Il s'élève actuellement à 89 milliards d'euros. Pour revenir sur sa position et éventuellement augmenter ce plafond, la BCE dit attendre que l'accord soit sécurisé, c'est-à-dire approuvé par les 8 parlements européens impliqués. Voilà donc pour ces réactions en Grèce. Les syndicats donc réagissent parce que l'administration est visée également par l'accord. On demande une importante réforme, une dépolitisation aussi. C'est dans les termes de l'accord de l'administration grecque. Ça, c'est quelque chose aussi qui montre que les Européens veulent avoir un contrôle maintenant sur ce qui se passe en Grèce. Je ne sais pas si c'est un contrôle, mais c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes en Grèce et que l'économie ne marche pas très bien parce qu'il y a un peu de la corruption et vous avez effectivement un secteur public qui est trop élevé. Donc là, il faut aller à des changements. Et ce n'est pas parce que je pense qu'ils doivent sortir de l'euro qu'ils ne doivent pas faire aussi des changements très importants. Mais de la manière dont c'est présenté, ça ne marchera pas. On peut leur présenter ça de façon très positive. On peut leur dire on va y aller, mais alors il faut vraiment que la dette soit absolument enlevée. Et il n'y a pas cette possibilité, il n'y a pas d'espoir. Les gens, il faut très bien comprendre que l'économie, ce n'est pas que des chiffres. L'économie, c'est ce que les gens ressentent. Nous avons changé nos théories économiques ces 10 dernières années. Nous avons compris l'importance. Et il se passe que d'un seul coup, les politiques n'ont absolument pas la notion de ce que nous avons compris, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un choix politique, mais aussi un choix d'expliquer à la personne, vous avez l'espoir. Et il n'y a aucun espoir devant la Grèce qui n'a pas cette possibilité d'avoir son propre prix de l'argent. Alors justement, l'espoir est-il présent chez les Grecs? Ce soir, on est en ligne avec un chef d'entreprise grec dans la région d'Athènes, Nikos Bardis, qui est avec nous. Bonsoir, Nikos Bardis. On avait discuté avec vous il y a quelques jours déjà. Comment vous recevez-vous cet accord qui a été conclu aujourd'hui et qui est évidemment très dur en termes de mesures à prendre pour la Grèce? L'accord, c'était en sens unique. Il ne pouvait pas avoir une autre solution qu'un accord, aussi douloureux qu'il soit cet accord. Tous les Grecs le savent, ils sont conscients que les mesures qui vont être prises, ils vont mener toujours à plus d'austérité. Ils savent qu'il va y avoir des problèmes avec leur salaire, avec les retraites, il va y avoir une augmentation de la taxation, la TVA, les taxes directes, etc. Mais dans mes discussions avec d'autres responsables... Alors j'ai l'impression qu'on a un petit problème de liaison. Si je peux parler sur ce sujet, il faut être très conscient qu'il y a une très grande différence entre l'élite
et le peuple. Et c'est de plus en plus, on a de plus en plus conscience de ce qui se passe en Grèce. Vous avez l'élite qui, elle, a tout simplement... qui accepte finalement la nécessité de réforme. Attendez, le contrôle de capitaux, ce n'était pas pour eux. Ils ont sorti l'argent. Eux n'ont plus tellement de problèmes, alors que l'ouvrier qui travaille et qui, lui, reçoit un salaire de plus en plus bas, ou alors... ceux qui sont déjà en retraite vont, eux, avoir une très grande baisse de leur salaire et de leur niveau de vie. Et pour eux, c'est très grave. Mais c'est ça le très grand problème de la Grèce. C'est que vous avez une telle différence entre l'élite et le reste de la population que finalement, on ne voit pas exactement quelle est la situation que vous pouvez donner si vous ne vous occupez pas des vrais problèmes. Ce n'est pas qu'un problème financier où hop, on va faire des petites réformes et ça va marcher. Et la difficulté, c'est que la Grèce représente 1% du PIB européen. C'est un chiffre essentiel. Ça veut dire qu'un petit pays arrive à bloquer l'ensemble de l'Union européenne. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a affaire plus aussi à une affaire de gouvernance de l'Union européenne. L'Union européenne a intégré 28 pays depuis sa création. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Il va falloir aller de l'avant, notamment par un fédéralisme européen, intégrer notamment avoir un président européen, un gouvernement européen. On en est proche puisqu'il y a déjà des conseils de l'eurozone. Mais aujourd'hui, la problématique, si on croit avoir résolu le problème aujourd'hui, notamment de la Grèce, on se trompe parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va falloir que notamment les instances européennes arrivent à se réformer. Est-ce que, à votre avis, c'est une crise politique aussi en vue pour Tsipras, qui rendait compte, finalement, il a été élu pour autre chose que pour... Oui, je crois qu'il aura un peu de difficulté là. Il a joué un certain jeu. Et peut-être que ce n'est pas si intelligent, finalement. Au départ, ça avait l'air très très bien, même de demander de voter le oui, le non. On ne savait même pas au départ si vraiment lui voulait oui ou non. On a l'impression qu'il avait même changé d'avis. Et finalement, c'est peut-être pas très intelligent quand on n'a pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir par rapport à l'Europe. Je crois qu'il s'est trompé. Il a cru qu'il pouvait, avec son 1% du PIB européen, dire aux gens, écoutez, l'euro est en danger, donc aidez-nous. Puis finalement, les Allemands se sont dit, mieux vaut peut-être finir en divorce, en bon divorce, et ne pas continuer tout le temps avec la Grèce, il n'y a aucun rapport entre l'économie de la Grèce et l'économie de l'Allemagne. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça va rester dans la même zone, mais avec donc des mesures particulièrement drastiques à mettre en œuvre. Merci, Élise Brézis. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bar-Ilan. Lionel Friedfeld, analyste financier, merci à vous. En Roumanie, maintenant, le Premier ministre a été officiellement inculpé dans un scandale de corruption aujourd'hui. Mais Victor Ponta n'a pas l'intention de démissionner pour autant, car il veut, dit-il, éviter une crise politique à son pays. Solal Azeroual. Évasion fiscale, faux et blanchiment d'argent. Tels sont les chefs d'accusation retenus par le parquet anticorruption roumain. Cible, Victor Ponta, Premier ministre de la Roumanie et président du Parti social-démocrate. Ce matin, le procureur roumain le lui a signifié dans son bureau. Rien n'entrave la poursuite de l'enquête pour que le procureur puisse établir si les soupçons me visant se confirment ou non. Des soupçons bien ancrés. Pour les écarter, le ministère public saisit des actifs appartenant au Premier ministre social-démocrate. Celui-ci choisit de coopérer. Je présenterai toutes mes preuves car je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent et je suis absolument sûr que je suis innocent. Innocence qu'il clame depuis l'ouverture de l'enquête pénale il y a un mois. Les 17 infractions dont Victor Ponta est accusé concernent des faits antérieurs à sa prise de fonction. On me soupçonne dans le dossier de Dan Sova pour les activités d'avocat de 2007 et 2008 et on considère aussi que je suis en conflit d'intérêts pour avoir proposé M. Sova au poste de ministre. Poste de ministre qu'a occupé Dan Sova à 2 reprises en 2012 et 2014 dans le gouvernement de Victor Ponta. L'enquête s'ouvre autour d'une malversation. Lorsqu'il était avocat et député, Victor Ponta aurait rédigé 17 factures attestant faussement d'avoir travaillé pour le cabinet d'avocats de son ami Dan Sova. Montant de la prestation, 55 000 €. Pas assez pour déstabiliser le Premier ministre. Il n'y a pas une autre majorité politique à présent si je démissionne.
La perspective pour la Roumanie sera d'être confrontée à une crise politique prolongée qui durera au moins jusqu'à l'automne. Cela empêcherait l'adoption du nouveau code fiscal et entraînerait une suspension de l'accord avec le Fonds monétaire et l'Union européenne. Dominé par une coalition de gauche, le Parlement roumain refuse de lever l'immunité du Premier ministre. Impossible pour le parquet anticorruption d'élaborer son enquête sur le conflit d'intérêts. Pour que le procureur puisse mener son enquête pleinement, le Parlement roumain devrait lever l'immunité du Premier ministre et donc dissoudre son gouvernement. En attendant, Victor Ponta reste bien Premier ministre de la Roumanie. L'émigration des Juifs de France vers Israël va connaître un été qualifié d'historique. Après un ralentissement du nombre d'Aliyah au début de l'année 2015, eh bien, ils seront plusieurs centaines à venir s'installer en Israël rien que pour l'été. Et le plus souvent, des familles avec enfants. Quelles sont leurs motivations ? Julien Baloul a suivi l'une d'entre elles depuis Paris jusqu'à Tel Aviv. Reportage. C'est dans ce quartier résidentiel à l'entrée de Paris que Séverine accueille depuis quelques jours sa sœur Déborah, son beau-frère David et leurs 5 enfants. Dans quelques heures, les 7 quitteront la France pour s'installer en Israël. Loin d'être une décision spontanée, il s'agit avant tout d'un rêve d'enfance pour Déborah. En classe de 3e, on avait été voir, j'étais en école publique, on avait été voir la liste de Schindler. Et je me souviens qu'à la fin, j'ai dit, pour eux, je sais pas, j'ai envie de vivre en Israël. Pour son mari David, en revanche, la réflexion a pris plus de temps. J'avais pas envie, sur un coup de tête, de se dire, allez, on fait nos bagages et dans 2 mois, on part et voilà, on est posé. Et puis après qu'est-ce qu'on fait ? Mais si le couple affirme avoir choisi de partir depuis longtemps, il est difficile de faire abstraction de l'explosion des actes antisémites en France et des attentats de janvier. Iron, leur fils aîné, a été le témoin de plusieurs incidents. Quand on sortait, par exemple, il y a des gens qui nous provoquaient parce qu'on était juifs. Tu faisais quoi de voir ça ? L'envie de partir. Ça a fait aussi, oui, peut-être, fait que conforter. Voilà, on s'est dit, on fait le bon choix pour nos enfants. On ne divorce pas de la France ou on ne décide pas de quitter la France, on décide de vivre en Israël, c'est différent. Et on ne laisse pas plus de 40 années de vie derrière soi sans une certaine émotion, amplifiée par la perspective de réaliser un rêve. Est-ce que je vais me mettre à chialer ? Est-ce que... je sais pas. Voilà, rien que d'en parler, je suis ému, mais je sais pas demain en arrivant en Israël, voilà, parce que on a... Dernière soirée de la famille oblige, les proches et les amis sont venus nombreux pour faire leurs adieux. Un moment difficile pour la mère et la sœur de Déborah. C'est très dur, c'est très dur, mais bon, on a accepté sa décision depuis le temps qu'elle veut partir, depuis le temps qu'elle veut faire son aliyah, depuis qu'elle est jeune. Ouais. Au bout du rouleau, ouais, je suis très fatiguée, ça fait 5 jours qu'ils sont à la maison. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu ensemble, on a toujours été pas très loin. Là, ça va être très difficile. Le lendemain matin, terminal 2A à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est le grand jour pour toute la famille qui est venue accompagnée de plusieurs amis. Comme tous les nouveaux immigrants, leurs billets d'avion ont été payés par le gouvernement israélien et chaque voyageur a droit à des dizaines de kilos de bagages. Pour la dernière fois de leur vie, David et Déborah s'enregistrent à bord avec leur passeport français. Dans quelques heures, ils recevront de nouveaux papiers d'identité. C'est un sentiment mitigé. Je suis en même temps content de partir et puis en même temps, ça fait de la peine de laisser tous les amis, les proches ici en France. Quoi. Allez, en plus c'est pour votre mariage si tu veux. Quelques minutes plus tard, le moment qui les a fait tant redouter et rêver est arrivé. Les 7 montent à bord, un aller simple vers Israël. Au revoir la France, à bientôt. Le Boeing est plein à craquer. 60 des passagers présents à bord sont de nouveaux immigrants qui, comme eux, sautent le pas. Les bagages à main rangés, la ceinture fermée, la famille installée. Un dernier regard depuis le hublot vers la France et l'avion peut enfin décoller vers une nouvelle vie. Après 4h30 d'attente et des années de rêve, Tel Aviv apparaît depuis le hublot et l'avion se pose enfin sur la piste de l'aéroport Ben Gurion. Au contrôle des passeports, une file d'attente spéciale a été ouverte pour accueillir les Olim, les nouveaux immigrants. Direction le terminal 1 de l'aéroport,
où les employés du ministère de la Alia et de l'intégration les attendent pour faire d'eux des Israéliens. La procédure est bureaucratique, mais chargée de symboles. Ils doivent décider de l'orthographe, de leur nom en hébreu, et réaliser de nouvelles photos. Allez, voilà le moment le plus important. David et Déborah voient sous leurs yeux la constitution de leur nouvelle carte d'identité. Dès cet instant, eux et leurs 5 enfants sont officiellement citoyens de l'État d'Israël. Il est minuit, on est le 9 janvier. Puis voilà, on est officiellement... juillet, ouais. On est officiellement israélien alors, c'est ça? Le bonheur se lit sur le visage de David, comme sur celui de Déborah, qui réalise enfin son rêve d'enfance. Elle adopte rapidement son nouveau Premier ministre et président. Il est près de 2 h du matin, leurs papiers en main, la famille, devenue israélienne, est prête à commencer sa nouvelle vie. Voilà donc pour ce reportage, Julien Baloul, bonsoir. Alors un chiffre aujourd'hui publié par une organisation juive en France, plus 84% pour la hausse du nombre d'actes antisémites sur les premiers mois de cette année-là. Est-ce que c'est ça l'explication de ces aliyah records? Plus 84% sur 2014 et plus 161% si on compare avec 2013. Donc oui, c'est l'une des explications. Mais lorsqu'on parle avec le président de l'agence juive à Paris, donc qui est l'organisme qui se charge de l'immigration, il explique qu'en fait, ce n'est pas forcément les actes les plus marquants qui ont le plus marqué. C'est-à-dire, évidemment, on pense tous à l'hypercachère dans les actes qui ont le plus marqué, mais en fait, il estime que l'hypercachère aura des effets sur le nombre d'aliyah d'ici 2 ans et qu'en fait, les personnes qui immigrent aujourd'hui ont ouvert des dossiers en septembre ou en décembre, c'est-à-dire avant les attentats, et que ces personnes ont été pas moins marquées par l'hypercachère que par exemple, les émeutes antisémites de l'été 2014 lors de la guerre à Gaza ou par de simples incidents à l'école et qu'en fait, l'hypercachère ne marque pas plus finalement que de simples incidents. Donc oui, c'est l'une des raisons. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des raisons économiques. La situation en France économique n'est pas franchement positive pour le pays. Donc Israël est de plus en plus attractif. Donc il y a plusieurs raisons de l'antisémitisme et l'une d'entre elles. Merci Julien Baloul. Dans un instant, nouveau journal. Ce sera avec Sarah Gaudron et puis on se retrouvera dans une dizaine de minutes pour parler de ces négociations qui s'éternisent à Vienne sur le nucléaire iranien. À tout à l'heure. Alors, le grand direct de retour, on est ce soir évidemment focalisé sur ce qui se passe à Vienne, ou plutôt sur ce qui ne se passe pas encore, c'est-à-dire cet accord sur le nucléaire qui était annoncé, semble-t-il, pour certains, en tout cas depuis ce matin. On attendait même des déclarations dans l'après-midi, puis rien n'est venu, si ce n'est une apparition tout à l'heure au balcon de Jawad al-Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, pour dire qu'il n'y aurait rien ce soir, peut-être demain, c'est même pas sûr. On en parle avec Alex Greenberg. Bonsoir, vous êtes chercheur au centre interdisciplinaire d'Herzliya et spécialiste de l'Iran. Et vous suivez donc ce dossier de près. Bonsoir Zimazel, ancien ambassadeur d'Israël et puis chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. On est en duplex également et je vais d'ailleurs lui donner la parole tout de suite avec l'ambassadeur de France en Israël, à 2 titres d'ailleurs, parce que c'est ce soir, et on va le voir juste derrière lui, les célébrations à l'ambassade de France à Tel Aviv, donc Yafo du 14 juillet, de la fête nationale. Bonsoir Patrick Maisonnave. C'est un jour spécial évidemment pour la France qui est célébré partout dans toutes les ambassades et donc ici aussi. Mais bien sûr, partout dans le monde ce soir, demain, toutes les ambassades célèbrent cette fête nationale. Et ici à Tel Aviv, ici en Israël, de manière très spéciale, puisque non seulement il y a en effet cette jolie réception derrière moi pour plusieurs centaines d'amis de la France, et puis surtout demain à Tel Aviv, à Haïfa, à Netanya, des bals populaires auxquels je suis heureux de convier l'ensemble des amis de la France, les Français, les Franco-Israéliens, les Israéliens qui ont envie de danser, de s'amuser, de célébrer avec nous cette fête nationale. Demain soir dans ces 3 villes, Tel Aviv, Haïfa, Netanya, à partir de 19h30 et bien sûr l'entrée est gratuite. Donc j'espère que nous y serons très nombreux et je suis certain que l'ambiance sera formidable. Alors ça c'est le côté festif, mais on est évidemment dans un contexte international très tendu. Il y a eu des événements tragiques en France évidemment cette année, mais il y a aussi ces négociations, Patrick Maisonnave, sur le nucléaire iranien qui n'aboutissent pas, alors qu'il y avait une nouvelle date limite qui était fixée pour ce soir. Est-ce que les Occidentaux ne
doivent pas faire preuve de plus de fermeté sur ce dossier ou est-ce qu'il faut à tout prix aboutir ? Écoutez, je pense que la fermeté, elle a été celle des négociateurs, elle a été celle des six pays qui négocient avec l'Iran. Vous savez, c'est une négociation qui a commencé il y a 12 ans en réalité, qui naturellement s'est accélérée au cours des dernières années et surtout au cours des derniers mois. Là, on voit bien en effet qu'on est dans les derniers réglages. Vous savez, c'est comme dans toute négociation, ce sont les ultimes mètres qui sont difficiles à franchir. On voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés qui demeurent, qui ont justifié d'ailleurs que le délai qui avait été imparti à ces négociations soit repoussé encore de quelques jours et de quelques heures. Je pense quand même qu'on est dans les derniers réglages et je pense quand même qu'on peut conclure cette négociation à des conditions qui évidemment nous satisfassent. Et comme vous savez, la France a tenu des positions très fortes sur ce dossier. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé à plusieurs reprises. Je crois qu'il a tenu des positions fortes à Vienne. Et moi, je pense que l'accord, s'il y a un accord dans les heures qui viennent, je pense que cet accord respectera les conditions que la France a posées. Merci Patrick Maisonneuve, ambassadeur de France en Israël. Bonne fête nationale à vous. Alors, Alex Greenberg, la question c'est de savoir ce soir, parce qu'il n'y a toujours pas d'accord, il y a ceux qui disent finalement vaudrait mieux peut-être pas d'accord du tout qu'un mauvais accord, et puis ceux qui disent qu'il faut un accord à tout prix pour surveiller ce que va faire l'Iran et ne pas les laisser finalement dans l'obscurité ou à l'abri des regards. Quelle est votre position à vous sur ce dossier du nucléaire ? Je crois qu'il vaut mieux de ne pas avoir un mauvais accord qu'en avoir un mauvais. Parce que il n'y a aucune chance que l'Iran va accepter les conditions que surtout la France veut imposer. Et sinon, sans ces conditions-là, on peut contrôler déjà ce qui se passe en Iran. Parce que l'Iran, dont il s'agit dans ces dernières heures de l'accord, c'est quelques conditions clés où l'Iran n'est pas prêt à céder. C'est-à-dire inspection et imprévu des installations nucléaires, relève de l'embargo des armes, qui est une nouvelle demande iranienne qui n'a pas jamais été évoquée pendant les mois récents. Et il y a encore quelques aspects moins importants, mais que l'Iran, jusqu'au moment, n'a aucune chance qu'elle accepte. Sinon les Américains vont renoncer davantage aux nouvelles demandes iraniennes. Alors, Zumazel, est-ce qu'à votre avis, il faut un accord ou pas, à tout prix ? À tout prix, certainement pas. Mais je crois, d'après ce que je comprends, et que j'ai compris déjà, selon toute probabilité, il y aura un accord. Pourquoi ? Parce qu'il est très possible, c'est pas sûr, que l'Amérique, les États-Unis et l'Iran sont mis d'accord là-dessus dans les négociations secrètes d'Amman en 2013. On ne sait pas exactement quels étaient les contenus de ces conversations qui étaient tenues derrière les dos d'Israël et de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas ? Mais ce qui est sûr est que l'Amérique a décidé, Obama a décidé qu'il veut un accord, qu'il veut arriver à un accord avec l'Iran, et il est en train de payer très cher, d'après ce qu'on sait. Mais l'Iran aussi a un intérêt existentiel, presque existentiel, d'avoir. Pourquoi ? Parce qu'une fois l'accord est signé, et l'accord sera mauvais, elle deviendra de nouveau un acteur légitime sur la scène internationale. Elle pourra. Et tout de suite, il y aura probablement une partie des sanctions qui seront enlevées tout de suite. Elle aura, on dit d'après, première ligne, 150 milliards de dollars. Elle aura, et puis après 600 milliards de dollars, d'après les calculs qui ont été faits. Donc, elle pourra développer l'arme nucléaire, et les armes conventionnelles, les missiles, tout ce qu'elle veut, et aussi continuer à menacer Israël et continuer le terrorisme contre Israël, contre le Moyen-Orient, contre le Liban, en Syrie, en Irak, contre l'Arabie Saoudite et en Europe. Donc, il y a un intérêt built-in, comment dirais-je, structuré, de deux côtés, d'arriver d'un accord. Pourquoi Obama veut tellement cet accord ? Écoutez, on en parle beaucoup, c'est psychologique, c'est politique.
il y a certains... Mais enfin, c'est très difficile à comprendre quand nous, on connaît l'islam chiite, on sait ce qu'il veut. Mais pour le chiite, pour l'Iran aussi, c'est très important. Donc, il faut s'attendre à ce que ça arrive. Maintenant, à propos de l'accord, si vous me permettez, d'après ce qu'on sait, et ça, on peut parler en arrière, si jamais il y a un accord signé, ça le sera, le système nucléaire iranien ne sera pas démonté. Tous les 8 ou 10 installations qu'on connaît, il y en a beaucoup d'autres, seront là. Et l'Iran pourra toujours développer sa recherche nucléaire. Les contrôles ne seront pas contrôles pénétrants ni par surprise, mais d'abord coordination, n'est-ce pas? Les missiles continueront à être développés. Les mécanismes nucléaires pour faire exploser l'atome, probablement c'est déjà prêt, mais ça pourra d'une façon d'être continué. Donc, écoutez, de toute façon, quel que soit l'accord qui sera signé, ça sera à l'avantage de l'Iran. Et ça, c'est grave pour nous. Et je crois qu'en Israël, pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus. Et en Amérique, on n'arrive pas à comprendre, mais ça sera donné au Congrès, n'est-ce pas? Le Congrès va décider, il aura 60 jours actuellement. C'est ça les problèmes, si on peut l'expliquer après. Et Netanyahou a d'ailleurs dit qu'il irait sans doute aux États-Unis de nouveau, donc peut-être pour... Peut-être il va le faire encore une fois, mais c'est de redoutable s'il va arriver à exercer une influence quelconque sur la prise de décision américaine, à cette étape-là. Ouais. Mais un mot... Mais après, si jamais l'accord sera signé et sera vu dans le Congrès, est-ce que vous croyez que Netanyahou aura quand même une influence par les Républicains ou il y a encore, je crois qu'il faut changer la position des 13 membres du Sénat démocrates. C'est très difficile, mais c'est faisable. Malheureusement, il faut mentionner que le Premier ministre a détruit cette chance par sa visite. Il a détruit la chance que le représentant démocrate vote contre leur président. Parce qu'une fois les représentants démocrates hésitent entre leur président, le Premier ministre dont ils savent que leur président déteste, alors c'est un dilemme impossible. Donc il aurait fallu qu'ils s'abstiennent, à votre avis, d'aller au Congrès faire ce discours contre l'avis d'Obama? Maintenant, on peut dire, surtout posteriori, on voit que ça n'a servi à rien. Je crois que c'est trop tôt pour juger. Moi j'approuve ce départ j'ai approuvé le départ de Netanyahou. Je crois qu'il a dit quelque chose qu'il fallait dire même à Obama. Il fallait qu'Obama attende ça avec ses yeux, avec ses propres oreilles. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est le président de l'exécutif des États-Unis, notre allié, etc., etc. Mais il y a ici un problème d'existence en ce qui concerne Israël. Il fallait que les premiers ministres d'Israël aillent là-bas et le disent d'une façon sûre, n'est-ce pas, concrète devant tout le monde. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent non? Écoutez, c'est vrai que c'est très désagréable de ne pas jouer toujours avec les deux partis. Il a joué avec les Républicains d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais quelle était l'autre chance? Quoi? Attendre, voir? Vous savez qu'en même temps, et Netanyahou le savait, et Obama joue avec les frères musulmans. Il est un supporter des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont été chassés du pouvoir en Égypte, n'est-ce pas? Les frères musulmans qui sont la base de toutes les grandes organisations, Daesh, et Taliban, Boko Haram, etc., etc. Donc il y a ici un problème, nous avons un problème et notre Premier ministre, il est devant tout cela, il doit faire quelque chose, il doit défendre Israël. Alors quand on prend tout ça en ligne de considération, je crois qu'on peut dire qu'à ce moment-là, Netanyahou a bien fait d'aller là-bas et de dire au Sénat à haute voix. C'est tout ce qu'il a fait. Si on regarde aujourd'hui, parce qu'on avait parlé de cet accord qui assurait, disait Obama, 10 ou 15 ans de tranquillité concernant le nucléaire. Est-ce qu'à votre avis, l'Iran, si un accord est finalisé, mettra 10 ans avant d'avoir l'arme nucléaire? On a 10 ans de tranquillité devant nous? Peut-être oui, peut-être non, parce que ce que l'on sait certainement, c'est que le programme nucléaire iranien est militaire, a un volet militaire. Ça n'y a aucun doute là-dessus chez personne. Je vois la question, mais il est bien possible que ce que l'Iran veut acquérir n'est pas les armes nucléaires, mais une option nucléaire qui veut dire qu'une fois donnée, l'Iran peut assembler une bombe nucléaire et donc plus ils ont de matériel enrichi,
plus court est l'étape d'assemblement des armes. On ne peut pas prouver pour le moment qu'ils veulent faire une bombe, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un mécanisme explosif et dispositif explosif, etc. Mais ce sont encore une fois des spéculations. C'est qu'on sait pour le moment, pour sûr, que le programme est nucléaire et militaire. Mais ça, de plus, ça ne change rien. Pas une fois les Saoudiens, les Arabes du Golfe voient que l'Iran, qui est l'ennemi des États-Unis, a reçu des conditions parfaites et des concessions parfaites. Pourquoi, de quelles raisons, comment les Américains, comment ils pourraient convaincre l'Arabie Saoudite et les autres États de Golfe de s'abstenir de leurs propres armes nucléaires, sans parler du soutien iranien massif aux groupes terroristes au Proche-Orient. Encore une fois, je voudrais souligner que ce qui se passait, ça n'a rien à voir avec la religion et l'islam chiite. Une fois, c'est beaucoup plus simple. Les Iraniens ont vu, maintenant je peux citer des journaux iraniens qui ont écrit que les Américains n'ont d'autre choix que l'accord avec Iran. Une fois ils ont compris que Obama ne veut même pas parler d'une option militaire, et qu'il fallait souligner, même si l'on ne veut pas l'employer, mais dès qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre option que les pourparlers, alors ils comprennent qu'Obama est en effet prêt à signer l'accord avec l'Iran à tout prix. Bon, le fait que Netanyahou s'adresse aux Iraniens sur un compte Twitter en farsi, c'est-à-dire en persan, ça c'est quelque chose qui peut avoir une utilité? Je crois absolument. Écoutez, il faut parler. Il faut être présent, il faut parler. On sait que les paroles n'influencent pas toujours les autres, mais il faut être présent tout le temps. Que font les Iraniens? Que fait Khamenei et tous ces gens-là? Rouhani, ils parlent sans arrêt. Ils parlent beaucoup plus que nous avons l'habitude de le faire. Et ils ont leur impact sur les gens ont peur, ils menacent sans arrêt. Les Arabes, surtout, les Iraniens ne sont pas arabes, mais peu importe. Les Iraniens, aussi les Arabes, c'est une affaire islamique un peu quand il faut arriver là, peu importe. Ils menacent sans arrêt, ils font peur aux autres, et ça compte. Nous, on ne veut pas faire peur les Iraniens, on essaie de l'expliquer, que ça ne vaut pas la peine de le faire, parce que ça peut ça peut causer un malheur à eux, et à nous, à tout le monde. Donc, je crois qu'il faut que le Premier ministre actuellement soit actif et sur le Twitter, Facebook et tous les autres, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, tous les grands chefs d'État actuellement, Obama compris, même Poutine, parle les Facebook et Twitter et tout cela. Absolument, c'est très très bien. Et puis, quand même un mot pour ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas confiance dans les Iraniens. Moi, je crois qu'ils essayeront quand même de continuer les recherches, surtout sur le mécanisme explosif, puis peut-être ils l'ont déjà, pour être à côté d'une bombe de quelques semaines ou quelques mois. C'est ce que je crois aussi probablement. Merci Zvi Mazel, merci Alex Greenberg. Donc pas d'accord ce soir à Vienne, mais peut-être demain. Mais bon, il vaut mieux rester prudent. Maintenant, on a appris que ces négociations allaient sans doute durer le plus longtemps possible. Merci à vous deux. Nouveau journal dans un instant. Ce sera avec Sarah Gaudron. Bonne soirée. Il n'y a pas de...